Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Agriquois. Depuis quelques mois, l'Office français de la biodiversité, donc l'OFB, et le monde agricole ne s'entendent pas très bien. Un agent de l'Office français de la biodiversité a déclaré en janvier dernier, dans un reportage, « Nous avons le sentiment que ce que veulent les agriculteurs, c'est ne plus nous voir dans leurs exploitations. C'est du même ordre que si les dealers demandaient aux policiers de ne plus venir dans les cités. » De l'autre côté, le syndicat de la coordination rurale a annoncé une voiture de l'OFB qui entre dans une exploitation sera brûlée sur place. Avouez qu'en termes de communication non violente, on a fait mieux. Certes, l'agent de l'OFB s'est depuis excusé, etc., mais en fait, les tensions entre l'OFB et le monde agricole ne datent pas de janvier, mais de plus loin que ça. Alors, quelles sont les missions de l'Office français de la biodiversité et pourquoi y a-t-il de telles tensions entre lui et les agriculteurs? C'est le sujet de l'épisode du jour. On entend beaucoup parler de l'OFB ces derniers temps, en lien avec les tensions avec les agriculteurs, comme si c'était en fait la majeure partie de leur activité. Mais pour revenir un petit peu sur ce que c'est, il a été créé en 2020, donc en fait il est très récent. Il regroupe deux organisations qui sont l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et l'Agence française de la biodiversité, qui était elle-même très récente puisqu'elle datait de 2017. Et pour info, il est sous la tutelle de deux ministères, qui sont donc celui de l'agriculture et celui de l'environnement. Et donc justement, dans les missions de l'OFB, on retrouve un peu tout ça. En premier, il y a le côté police de l'environnement, qui effectue notamment les fameux contrôles, dont on va reparler. Il y a aussi une partie connaissance, recherche, avec par exemple la protection des espèces protégées, et enfin, vous vous en doutez, la mise en œuvre des politiques publiques sur l'eau et la biodiversité. Il travaille en lien avec les collectivités, les agences de l'eau, bref, avec d'autres organismes. Et justement, pour vous donner un exemple un peu plus concret de ces missions, c'est l'OFB qui délivre les permis de chasse, par exemple. Il participe aussi au plan éco-phyto, dont je vous ai déjà parlé dans un autre épisode, pour limiter l'utilisation des pesticides. Et donc, en fait, l'OFB, ils ne sont pas en lien seulement avec les agriculteurs, ils vont être en lien avec les chasseurs, avec les collectivités, avec les entreprises aussi qui rejettent par exemple des déchets dans l'eau et qui doivent être contrôlés pour ça. Il y a différentes choses, différentes missions assez étendues en fait dans le fonctionnement de l'Office français de la biodiversité. Mais ce qui pose problème ici, et la raison pour laquelle je vous fais cet épisode, c'est le contrôle des fermes, qui est actuellement pointé du doigt. Bon, vous vous en doutez qu'en tant que journaliste agricole, c'est pas le moment où on nous appelle sur le terrain. Donc pour savoir comment se passe un contrôle, à quoi ça sert, j'ai demandé à un agriculteur. Donc merci beaucoup Jean-Philippe Duchange, céréalier et producteur de lait. Je vous laisse écouter son témoignage. Donc on en a eu un en 23 et un en 22. C'est les contrôles au titre de la directive nitrate. Donc c'est tout ce qui est sur les aspects de gestion d'épandage, de respect de largeur de bornes enherbées, les stockages d'effluents, tout ce qui est stockage phyto, enfin un tour de ferme quoi. Et c'était la première fois que j'étais contrôlé par l'OFB, notamment la première année on s'est fait stocker, si vous voulez notre ferme ça représente 200 hectares, donc le long des cours d'eau vous êtes obligé d'avoir des bornes enherbées, qui est normal. Et il y a une borne enherbée où sur 50 mètres de long, il nous manquait 50 cm de large. Sachant qu'on a à peu près entre 5 et 6 km de borne enherbée sur la ferme. 50 cm de large, c'est une déviation de charrue à un moment, vous n'avez pas de bol, votre tracteur il glisse, ça vous bouffe un peu la borne enherbée. Et ce qui est gênant, c'est que le contrôle de cet aspect-là, il s'est fait sans nous aussi. Donc c'était pas contradictoire, si vous voulez. Eux, ils ont fait leur contrôle le matin, ils ont fait le tour de tout notre parcellaire sans nous. Le midi, ils sont venus à la ferme, ils ont continué le contrôle avec nous sur la ferme, sur les points de stockage, sur les papiers, tout ça. Mais quand en fin de contrôle, vous apprenez que vous êtes retoqué de 3% de vos primes PAC, on n'a pas contesté, même si on trouvait que c'était franchement exagéré. Après, les gens étaient sympas, ils font leur job, tout. Mais je trouve qu'il y a une application qui est quand même hyper stricte de la réglementation.
Et cette histoire d'avoir en plus cet uniforme, cette arme, tout ça, moi je trouve que ça crée un déséquilibre, c'est plus contradictoire vraiment, quoi. On fait preuve d'autorité quand on fait ça. D'ailleurs avec ma femme, on s'était dit après le contrôle, c'est dingue, il pourrait presque avoir un avocat, quoi, pour être représenté le jour du contrôle, parce que c'est plus équilibré. Ils ont fait leur job, moi je conteste pas leur job. Du côté de l'OFB, le directeur général de l'OFB, Olivier Thibault, a expliqué le nombre de contrôles faits lors d'une audience à la Commission du développement durable le 29 janvier dernier. Je vous laisse écouter. Monsieur Becht, vous avez parlé du sentiment de harcèlement, de surcontrôle, contrôle strict. Voilà. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on entend beaucoup. Factuellement, c'est faux. Aujourd'hui, en temps normal, on faisait 3000 contrôles administratifs civilistes sur les exploitations. L'année dernière, en 2024, avec la crise en début d'année, en fin d'année, on en a fait 1000 sur l'ensemble de l'année. Vous avez 400 000 exploitations. Donc en régime de croisière, c'était un contrôle tous les 120 ans. L'année dernière, c'est l'équivalent d'un contrôle tous les 380 ans. Donc, on peut dire que c'est du harcèlement, je veux dire, ça c'est sur les contrôles administratifs ciblés. Sur les procédures judiciaires, on a fait 5000 enquêtes en tout judiciaires l'année dernière. Bon, il y en a 848 qui concernent des agriculteurs, ça fait même pas 0,2% des agriculteurs. Donc, on peut dire qu'il y a du harcèlement, on peut dire qu'il y a un sentiment de harcèlement. En vrai, oui, non, mais je ne nie pas le ressenti. Au passage, il est aussi revenu sur la question du port d'armes par l'OFB. Pour terminer, est-ce que je suis d'accord pour désarmer les agents de l'OFB ? Donc la réponse est non, je ne suis pas d'accord pour désarmer l'OFB. L'OFB, c'est l'établissement aujourd'hui français qui contrôle le plus de gens armés. L'année dernière, on a contrôlé 45 000 chasseurs. On a fait du contrôle anti-braconnage. Donc, on a un certain nombre de situations où, objectivement, nos agents se retrouvent dans des situations à risque. Moi, ma première mission, c'est d'assurer la sécurité de nos agents. Et quand on fait des missions de contrôle, on a besoin d'assurer la sécurité de nos agents. Voilà. Après, chacun regarde dans sa ligne de nage en refusant de regarder en horizontal. Donc, évidemment que quand on va voir un agriculteur, on pourrait se dire, il n'y a pas besoin d'être armé pour l'agriculteur, on le connaît, on sait qu'on a un contrat administratif, voilà. Moi, ce que je dis toujours, c'est nos agents, ils sont sur tout un département, c'est beau, grand et pas grand, ils font des tournées de territoire, et ils partent le matin du bureau, et ils reviennent le soir, ils ne repassent pas par le bureau entre-temps. Quand vous faites un contrôle chasse le matin, et que vous passez à côté de l'agriculteur, que vous en profitez pour faire le contrôle agriculteur, vous ne pouvez pas mettre votre arme dans la boîte à gants. Parce que si vous laissez l'arme dans la voiture et que quelqu'un vient piquer l'arme, avoir une arme qui se balade dans la nature comme ça, c'est juste pas possible. Donc, soit vous avez votre arme sur vous, soit elle est au coffre-fort, au bureau, et pas ailleurs. Aujourd'hui, quand on fait une tournée de territoire, certes, on voit des agriculteurs où il n'y a pas forcément besoin d'être armé, mais on voit d'autres agents où c'est quand même, pour la sécurité d'agents, il vaut mieux être armé. Et donc justement, comment réconcilier les deux ? Le Sénat et la Cour des comptes ont publié des rapports en 2023 et en 2024 sur la situation de l'OFB. Et parmi les pistes, je vous en donne quelques-unes. Il y a par exemple miser sur la pédagogie et la prévention au lieu de miser plutôt sur le côté contrôle. Et donc justement, pour faire ça, il peut y avoir des formations, des moments de rencontre avec les agriculteurs ou avec d'autres acteurs, justement pour pouvoir essayer d'améliorer la compréhension entre les deux. Il propose aussi une panoplie de sanctions administratives qui soient un peu mieux proportionnées aux atteintes de l'environnement en fonction de leur gravité. Et enfin, il propose aussi une méthodologie transparente et objective des démarches de contrôle en rappelant aux acteurs les particularités de la procédure. Donc, encore une fois, d'essayer d'être un petit peu plus dans l'explication plutôt que dans la sanction. Mais ça, c'est juste 2-3 idées qu'il y a parmi la liste de 27 propositions, notamment du rapport du Sénat, que je vous mettrai en lien de l'épisode, bien sûr. Mais au-delà de OFB ou pas OFB, je vous laisse écouter à nouveau le témoignage de Jean-Philippe Duchange, qui montre bien quel est le problème. La réglementation, elle s'est chargée avant eux. J'ai 47 ans. Aujourd'hui, je suis en stress permanent du contrôle. Parce qu'on sait honnêtement, c'est devenu un tel capharnaüm de réglementation, sachant qu'à la base, on a quand même un job qui est chronophage. Nous, on est producteurs de lait, céréaliers, donc c'est vraiment des grosses semaines qu'on fait. Et cette réglementation, c'est devenu une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Et
vous avez beau tout essayer de mettre dans les bonnes lignes et tout, de bien faire gaffe, il y a forcément un truc qui peut vous échapper, quoi. C'est trop... Honnêtement, il faudrait presque quelqu'un à temps plein pour s'occuper de ça aujourd'hui. Donc pour conclure cet épisode, on voit bien qu'en fait, il y a un problème, je dirais, de posture de l'OFB qui fait grincer des dents les agriculteurs, que ce soit autant pour la question de l'arme que pour la question d'intervention en fait dans les fermes, donc à voir ce qui peut être fait là-dessus. Mais de l'autre côté, vous voyez bien qu'ils ne critiquent pas fondamentalement le côté contrôle de l'environnement, c'est plutôt le nombre de normes et le nombre de choses auxquelles il faut penser. Et si je fais un podcast sur l'agriculture, vous vous doutez que la piste de la pédagogie, de la prévention et d'essayer de se comprendre un petit peu au milieu de toutes ces normes, je valide à 100%. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode dès que j'en aurai fini le montage. Promis. Bon, je vous souhaite une bonne journée.